Préparez-vous, on va reprendre pour la Fail Conf. Quelqu'un a dit, d'ailleurs je devrais pouvoir vous dire qui, si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est que vous ne faites rien de très innovant. Autant échouer, donc, ou en tout cas, les échecs permettront sûrement notre réussite. Je vous propose de faire place à Annie Lichner et à ses intervenants. Merci Annie. Merci Thomas, merci. Bon, écoutez, c'est une conférence qui est pas facile. Ce matin, on a vu les success stories. Venir témoigner sur des échecs et comment on rebondit, franchement, c'est pas facile. Alors, je vous propose de les accueillir vraiment avec beaucoup de bienveillance. Marie Deshaies, qui est aujourd'hui web designer chez Viadeo. Installe-toi, Marie. Jérémy Amsalem, qui est serial entrepreneur et qui avait lancé Golden Hook. Jacques Froissant qui devrait nous rejoindre d'ici peu et notre invité surprise, Cyril Zimmermann, fondateur de iMedia. Marie, tu peux te présenter rapidement ? Bonjour à tous, je m'appelle Marie Deshaies, je suis aujourd'hui visual designer chez Viadeo. Il y a 4 ans, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Secret Velvet, coque de micro, qui aujourd'hui n'existe plus. L'entreprise a existé 4 ans en ligne et avec une boutique physique. Voilà. Je vais me présenter, bonjour. Je m'appelle Jérémy Amsalem, j'ai monté, quand j'étais à l'école encore, Golden Hook. C'était un e-commerce assez bizarre, c'était des bonnets, des écharpes tricotées par des grands-mères. On avait 30 grands-mères en France. Et j'ai assez failé, j'ai fait une belle fail de boîte. Et aujourd'hui, je fais du Bitcoin, donc rien à voir. Et je fais une application mobile de carte de visite. Cyril ? Bonjour, je m'appelle Cyril Zimmermann. J'ai fondé quand j'étais à l'école aussi, mais il y a un petit peu plus de temps, une société qui s'appelle iMedia, qui a à la fois un service de régie publicitaire du même nom et une plateforme de paiement qui s'appelle iPay, qui est un partenaire de PrestaShop. Je vais pas être hypocrite et faussement modeste au point de dire en fait je suis en situation d'échec parce que je suis très fier de ce que j'ai fait et des équipes et de iMedia qui est une société qui est cotée en bourse depuis 15 ans et qui emploie 500 personnes et qui fait plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais l'idée est de montrer que derrière, sur le temps long, quelque chose qui, encore une fois, est une fierté, pas une réussite, parce qu'il n'y a jamais de réussite absolue. En tout cas, en fait, il y a eu des moments d'échec et il y a eu des moments de doute et il y aurait pu avoir des moments d'échec plus définitifs. Super. Alors, Marie, vous m'avez dit au début, quand on monte son projet, tout est rose, on est sur un petit nuage, tout est bien. Puis, je vous présente. Alors, juste une petite parenthèse, Jacques Froissant, donc d'Ataïde. Jacques, je te passe tout de suite le micro pour te présenter. Voilà. De respirer. Pas le temps. Non, absolument. Bonjour, donc je suis Jacques Froissant, je suis fondateur d'Altaïde, qui est un cabinet de recrutement qui est dédié au métier du web et du e-commerce. Et je suis aussi cofondateur de Check Your E-commerce, qui est une conférence qui est à Marseille. Merci Jacques. Alors on reprend Marie. Donc tout est beau, tout est rose au début. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre projet d'entrepreneuriat ? Comment vous en êtes arrivé à monter justement Secret Velvet ? Alors, Secret Velvet s'est monté en, si je dis pas de bêtises, moins d'1 mois, site internet compris. J'ai monté le projet sur un coup de tête. C'était pas du tout prévu. J'étais en poste à l'époque. J'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans le secteur. J'avais une envie d'entreprendre, donc je me suis lancée sans trop réfléchir. Avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être un petit peu dû. Je regrette absolument pas, mais en gros, j'ai monté le site d'abord sous WordPress avec une solution e-commerce un petit peu bizarre. Je suis passée ensuite sous PrestaShop et en 1 mois, le site était lancé, la com commencé. Et à partir du 2e mois, la presse s'était déjà emparée du phénomène, donc c'est allé très trop vite. Même chose, au début, question. c'est tout est rose, tout est bien. Et racontez-nous un petit peu, vous, parce que vous, en plus, vous avez été poussé par les médias. Donc finalement, les médias, c'est bien, mais pas trop. Les médias, ça sert à passer à la télé. Ça sert pas à vendre. Comme je sais une école de micro-bug quand même. Comme je sortais d'un
d'une école de publicité et de communication. Je m'étais dit, faire un site e-commerce avec des grands-mères qui tricotent, etc. Et ensuite, aller faire des RP pour que les gens connaissent mon produit, connaissent ma marque, mon univers, et ensuite viennent acheter. Très vite, et comme le sujet est assez facile, très vite on a eu des reportages, télé, radio, etc., etc. Mais ça ne suffit pas pour vendre, puisque les gens qui sont à la télé ne vont pas dans la seconde sur votre site internet. Et si votre site internet ne supporte pas la charge d'une newsletter de My Little Paris ou d'un JT de TF1, ça ne sert à rien. La deuxième chose que je ne savais pas du tout, c'était pour vendre sur internet, il faut être un pro de l'internet. Moi je m'étais dit, quand je veux vendre un produit, c'est-à-dire une histoire en plus, c'était des grand-mères qui tricotent des bonnets, il suffisait juste de montrer ça sur internet, c'est une belle vitrine et les gens vont acheter facilement. En fait, c'est un vrai métier et ce métier, je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'ai fait que des échecs là-dedans. Des serveurs qui ne tenaient pas la charge, c'est juste le B à bas, mais je ne l'avais pas. Donc, j'ai perdu énormément de commandes sur ce genre de choses. Parce que tu n'avais pas cette compétence sur Internet et tu ne pouvais pas te faire aider? Tu ne pouvais pas externaliser une partie? Je ne sais pas. Enfin... Le problème quand on monte une boîte et qu'on passe sur TF1, c'est qu'on croit qu'on est le plus fort du monde et qu'on n'a pas besoin d'aide. Ce qui est une erreur, hein, évidemment. Mais c'est ce que je pensais à l'époque. Ce que je pense plus, mais ce que je pensais à l'époque. C'est-à-dire que c'est bon, m'explique pas mon métier, je passe à la télé, je passe à la radio, je passe n'importe où. Et donc, cette compétence, je l'avais pas. Et en plus, je me disais, il y avait un autre truc que je me disais aussi, c'est que comme je vendais une histoire, je voulais pas sur la homepage, cette anecdote est véridique, je voulais pas sur la homepage qu'il y ait de produits, ni de prix, ni quoi que ce soit, je voulais juste raconter de l'histoire, et ensuite les gens vont aller visiter le site internet et se balader dedans et acheter. Donc on vendait assez mal, évidemment. Et un jour, un de mes actionnaires m'a dit, franchement Jérémy, c'est plus un conseil que je te donne, je suis ton actionnaire, donc il va falloir m'écouter une seconde, et c'est mon métier, teste, mais un produit avec un prix sur la homepage, avec un canal hyper simple, hyper rapide pour payer, tu vas voir. Effectivement, ça transforme beaucoup mieux, ça recommande beaucoup mieux. Marie, Jérémy, juste, peut-être que vous avez pris les choses à l'envers, ça a été boosté par les médias un petit peu trop vite, c'est ça finalement. Et justement, il faut calmer l'action, il faut justement bien réfléchir, être mature sur ce qu'on veut faire, sur ses objectifs. Et en fait, les médias vous poussent trop vite et vous perdez un peu pied, c'est ça finalement. Je pense que les médias nous ont aidés. Pour moi, ça m'a aidé à grandir assez vite. Il faut pas les renier. Il faut ne pas vouloir d'eux parce qu'on a besoin d'eux, surtout quand c'est gratuit, quand on vous fait de la publicité sans rien demander. Voilà. Bien sûr. Par contre, il faut pas se laisser prendre au jeu des paillettes. Les médias, comme disait Jérémy, c'est beau, voilà, ça nous fait vibrer, on se dit oh là là, je passe à la télé, telle actrice porte mes bijoux, ou je suis dans tel magazine, c'est génial, ça y est, je suis arrivée. Non, pas du tout. Derrière, vous avez toute la logistique de vos produits, vous avez toutes les retombées qu'on gère pas forcément de la bonne manière. On s'oublie aussi un petit peu, on oublie le produit et ça peut être vite dangereux, donc faut vraiment être focus. C'est ce qui a été dit ce matin lors d'une précédente conférence et c'est vraiment important, vraiment. Juste aussi un dernier point, tous les deux, vous étiez tout seuls, surtout toi, Marie. Oui, moi j'ai été tout seul. J'ai commencé en auto-entrepreneur pendant 1 an. Ensuite, je me suis mis en SARL et c'était une SARL familiale, donc ma sœur et ma mère étaient juste des prêtres. Non, j'étais vraiment toute seule aux commandes et c'est un choix que j'ai fait que je regrette aujourd'hui. Parce que je pensais pouvoir tout faire et en fait, je peux pas être bonne à tout, donc je regrette un peu ça aujourd'hui. Cyril, il y a 19 ans, à Imedia, quand vous êtes lancé, c'était pareil, c'était une période d'enchantement ou de doute? Comment vous avez commencé? C'était une période qui était facile parce qu'il n'y avait pas d'enjeu du fait de mon âge et de mon statut d'étudiant à l'époque. Il n'y avait pas d'enjeu parce qu'il n'y avait pas de marché. Je crois qu'en 2004, le e-commerce représentait 1,2% de la totalité des ventes en France, quel que soit le canal de distribution, magasin physique ou vente à distance par VPC. Donc imaginez ce que ça représentait en 96, c'est-à-dire pas grand-chose. Et je crois que la première campagne de pub était une campagne pour Internet Explorer 2. Et je crois que j'ai vendu la même campagne en fait pendant 12 mois d'affilée parce que c'était le seul annonceur du web français.
Et quand on s'est lancé sur les paiements avec iPay en 2003, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le monde des paiements sur Internet était quand même très très balbutiant. Et donc, il y a pas d'enjeu, il y a un marché à conquérir et les choses en fait se sont faites très naturellement. Et à côté de iMedia et de iPay, je suis président d'une association qui s'appelle l'Axel, dont PrestaShop est membre aussi et est présent au conseil d'administration. Et au sein de l'Axel, il y a des startups, il y a des entreprises de taille intermédiaire, il y a des grands groupes. Et on partage sur ce qu'est la transformation numérique. La transformation numérique, c'est l'occasion de faire des réussites et aussi de se planter. Puisque personne ne sait finalement en fait ce que c'est jusqu'au bout la transformation numérique. C'est quelque chose qui va changer une activité qui est très traditionnelle ou c'est quelque chose qui va changer l'activité que vous avez lancée, celle d'il y a 4 ans. Peut-être qu'aujourd'hui elle n'aurait pas de sens parce qu'elle serait totalement sur le mobile. Donc c'est une transformation numérique aussi qui agit sur des projets même s'ils sont très frais. Et donc pour revenir en fait à votre question sur la fraîcheur, la fraîcheur c'est un peu tari en 2003 parce que sur la base de cette fraîcheur, de cet talent, de cette absence d'enjeu, de mode de financement qui était produit par la bulle, en fait, qui permettait d'aller assez vite. En 2001, 5 ans après la création, on était 180 personnes présentes sur 12 pays, cotés en bourse. Et puis 2 ans après, on n'était plus que 45 avec 4 fois moins de personnes. Et plus grand chose dans les caisses, voire même plutôt de la dette en fait que du cash. Et donc il s'est posé la question de savoir en fait s'il fallait arrêter ce que tu disais tout à l'heure en fait parce que les choses deviennent trop compliquées ou les choses peuvent nous dépasser ou tenir. Et comme j'ai un sale caractère en fait j'ai rien lâché et aujourd'hui j'ai aucun regret mais j'y ai laissé probablement une bonne partie de ma tranquillité nerveuse en fait dans cette période-là pour justement ne rien lâcher, tenir et avoir la conviction que les évolutions de tendance qu'on voit sur le e-commerce, qu'on voit sur les devices, qu'elles soient des devices fixes ou des devices mobiles, donc du desktop ou du mobile, sont des choses qui prennent du temps et en tant qu'entrepreneur, on peut parfois anticiper des choses qui ne mettront que plus de temps à se diffuser sur le grand public. Et comme, a priori, on cible du grand public professionnel et grand public personnes individuelles, il faut avoir la patience et tenir. C'est ça, la patience. Alors Jacques, quand on est recruteur, est-ce que l'échec, c'est quelque chose que tu prends en compte et surtout peut-être, je pense, la manière dont la personne a pu rebondir raconte-nous un peu, quand tu regardes le CV, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'arrêtes ? Je m'arrête, oui, non pas pour écarter les gens qui ont connu l'échec, mais au contraire, généralement, je prends ça de manière positive. C'est Bill Gates... quand il était à la tête de Microsoft, à chaque fois qu'il demandait à des candidats s'ils avaient connu des échecs, ceux qui lui répondaient non, il les dégageait. Donc, c'est une leçon qui est restée, mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse en tant que recruteur, c'est aussi comprendre quelle analyse fait la personne que j'ai en face de moi de son échec, quelles leçons il en tire. C'est pas tellement l'échec en soi qui m'intéresse, mais c'est la façon dont elle va rebondir, analyser les choses. Moi, les deux start-upers qu'on a entendus, c'est finalement des cas de figure assez classiques que je peux rencontrer. Ça fait 25 ans que je recrute en start-up et donc des start-up qui fonctionnent pas. J'en ai vu quelques-unes, j'ai même laissé des sous dedans. Mais il y a souvent deux phases. C'est la phase où ça va trop vite et puis on a du mal à grandir, à prendre des décisions et après il est trop tard. Il y a je lève pas de fonds parce qu'il y a un contexte marché ou des choses comme ça. Mais il y a aussi, moi je vois des gens aussi qui analysent mal leur échec, qui me disent en France on peut pas lever de fonds, personne ne nous suit. Et qui en fait rejettent la faute à l'extérieur. Ça, c'est l'excuse la plus classique que je peux rencontrer, alors que on le voit bien, tous les bons projets, ils arrivent à lever de l'argent. Voilà. Donc, plutôt positif l'échec. Maintenant, il faut savoir prendre du recul, analyser, et puis pas replonger dans les mêmes choses. Tout à fait, l'échec fait grandir. Alors, juste Marie, Jérémy, après cette période d'effervescence, sur le petit nuage rose, etc., vient la période où on retombe sur Terre, et là, c'est la période, je dirais, de désenchantement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quel moment c'est arrivé, pour toi, Marie, et pour toi, Jérémy ?
Moi, c'est arrivé au milieu de la 2e année, quasiment à la 3e. J'appellerais pas ça le désenchantement, j'appellerais ça plutôt la solitude. Encore une fois, moi j'étais toute seule et je me sentais seule parce que je devais me battre pour tout, pour exister, pour me battre contre l'administration fiscale, pour me faire connaître, pour envoyer mes colis, me battre avec la poste. Enfin, je me battais tout le temps et j'en ai juste eu marre. Ça m'a pollué mon quotidien, j'ai perdu de ma créativité et du coup, mes ventes ont chuté. J'avais plus envie de me battre. J'ai petit à petit lâché l'affaire et cette période a duré environ 1 an. Ça s'est amorcé d'abord par la fermeture de la boutique physique à Bordeaux. Donc la boutique, je l'ai tenue pendant 1 an, pareil, toute seule, en même temps que le site internet, à accueillir les clients, enfin toute la gestion d'une boutique. Ça m'a saoulée et je l'ai fermée. J'ai voulu rebondir. Ça a duré 6 mois. Je me suis dit, je me refocus sur le site internet, sur les ventes qui marchaient bien en ligne. Et j'ai jamais vraiment rebondi parce que au quotidien, tous les problèmes se sont accumulés. C'est passé par des problèmes avec les impôts. C'est passé par une agence qui m'a fait une blague sur la migration de mon PrestaShop. J'ai perdu du référencement. J'ai eu plein de choses comme ça, assez rigolotes d'ailleurs. Et au final, ça m'a vraiment énervée. J'ai dit, ok, stop, là, on arrête. Et j'ai fait mon deuil, j'ai mis 1 an, j'ai fermé la boutique physique, le site, et ça s'est terminé comme ça. Donc, solitude plus problème, plus plein de petites choses au quotidien. Ça va même assez loin. Juste avant de passer la parole à Jérémy, tu m'as dit, je garde un souvenir, mais vraiment amer de cette période où il faut se battre sans cesse pour tout. Et surtout, on doit faire face à la concurrence, à la critique, au jugement, au plagiat, à la haine des autres. C'est dur. Enfin, on est en période de guerre, là. Ouais, c'est très, très dur. Se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face. Et si vous vous lancez ou vous êtes en train de vous lancer, j'espère que vous avez un bon caractère et les épaules parce que franchement, c'est pas facile. Moi, je regrette pas. Je le referai sans aucun doute. Mais j'espère que vous avez beaucoup d'énergie parce qu'il en faut. Faut pas se décourager. Jérémy, non, faut pas. Jérémy, pareil, un côté un peu amer à ce moment-là où. Nous, ce qui s'est passé, c'est que très très vite, les banques nous ont dit tiens. Tu veux un prêt de 50 000 euros alors que la boîte avait moins d'1 an d'existence et on avait vendu peut-être 200 bonnets, un chiffre d'affaires ridicule, et on nous prêtait 50 000 euros. Et à l'époque, bêtement, parce que j'étais à l'école, puis j'ai fait l'école de pub et pas une école de commerce, moi je me suis dit 50 000 euros, c'est de l'investissement. Je l'avais pensé investissement. En fait, un prêt bancaire n'est pas du tout de l'investissement et surtout pas quand on est early, quoi. Il faut le rembourser le prêt. Et donc les mecs nous prêtaient vite cet argent. Et quand on nous prête de l'argent ou quand on investit, parce que j'ai aussi eu des investisseurs, si on est mal conseillé, dans mon cas, c'est pas que j'étais mal conseillé, mais j'étais peut-être pas assez mature. J'ai dépensé de l'argent un peu trop vite, alors que j'aurais pu rester sur des MVP, rester sur des sites simples, pas dépenser de l'argent sur de la logistique. On avait un système de logistique externalisé qui coûtait une fortune. Pour une raison simple, c'est que les fonds d'investissement m'avaient dit si je te file 1 million d'euros, comment tu fais pour vendre 1 million de produits par an? Je leur ai dit aujourd'hui c'est dans la cave de mes parents donc c'est pas possible, mais si j'ai un système de logistique hyper puissant, hyper automatisé, ça pourrait marcher. Donc j'avais fait avant que ces mecs-là investissent, avant que les fonds investissent, j'avais déjà commencé à préparer la machine. Et puis le jour où les fonds ne viennent pas, les logisticiens nous disent t'as une dette de 30 000 euros chez nous. L'argent on l'a plus, etc., etc. Et quand on fait un virage, parce qu'on a quand même fait un virage, on vendait des bonnets à 50 balles, ce qui était en fait, alors ça c'est un gros problème aussi. Le problème du bonnet à 50 euros ou n'importe quoi d'ailleurs, c'est le market fit. C'est que nous on était trop cher pour les bonnets pas chers et on n'était pas assez cher pour les gens qui achètent. Mal positionné. Ouais, mal positionné. Le mal positionné, c'est être pire, c'est-à-dire que ton produit peut être bien, mais en fait personne ne veut le voir. Donc on avait doublé les prix. On s'était posé les mêmes les écharpes, tout de A à Z, on avait juste doublé les prix, tout était entre minimum 100 balles. Et là, ça marche vachement bien. C'est bizarre, mais. Et je me souviens, il y avait une marque japonaise, un shop japonais qui s'appelle Tomorrowland, un genre de Merci ou Colette, ils en ont 40 au Japon, donc c'est monstrueux. Vous avez fait une commande qui représentait à peu près la commande de l'année. C'est-à-dire que ce qu'on faisait nous
on faisait à peu près, je sais pas, 5000 bonnets par an. Ils nous avaient commandé 5000 bonnets. Donc là, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Si la bonne nouvelle, c'est d'avoir une grosse commande. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas la gérer, on ne pouvait pas la produire et on ne pouvait pas la financer. C'est-à-dire que pour fabriquer des produits, il faut les acheter, il faut payer des grands-mères, des fournisseurs, etc., etc. Et il en faut des grands-mères. Et il en faut une quantité en plus, pour le côté des grands-mères. Et de l'autre côté, on est payé très longtemps après. On est payé à la livraison. Et là, le rôle de la banque qui est de te prêter de l'argent parce qu'ils savent que tu vas être... Ils te le prêtent plus l'argent, ils te font plus confiance. En fait, j'avais juste cramé mes cartes de financement avant, pour rien. Donc c'est pour ça que si on n'a pas besoin d'argent, vraiment, faut pas le prendre. Faut le prendre vraiment au moment où on en a besoin. Exact. Parce que si on crame ses cartes, derrière, en fait, on nous prête plus. Et donc j'ai dû fermer alors que j'avais une commande qui ressemblait à une commande annuelle, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Je suis d'accord. Cyril, est-ce que ça serait plus difficile aujourd'hui si tu devais monter iMedia aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça serait plus difficile ou ça serait pareil que lorsque tu l'as fait il y a 19 ans? D'un côté oui parce que je suis plus vieux, d'un côté non parce que je suis plus riche. Donc je pense que ça peut se compenser, mais enfin, faut réaliser que nous tous qui sommes ici, nous sommes des privilégiés. On travaille en fait, ou on a un intérêt professionnel, j'imagine, pour quelque chose qui est l'outil numérique. Je pense que si on était des spécialistes de la machine-outil dans la vallée de Cluse en Haute-Savoie, ou alors de composants industriels en fait travaillant avec les usines Berliet dans le Poitou-Charentes, en fait on aurait plus de raisons effectivement de se dire que la lutte va être dure. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est dur, mais en même temps c'est un espace de liberté qui est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut créer une activité en tant qu'auto-entrepreneur avec un complément de revenu sur une autre activité, en tant qu'entrepreneur avec une véritable volonté de créer quelque chose qui va exister par-delà soi avec des salariés, des équipes et acquérir une certaine taille, sans avoir des besoins d'investissement, sans avoir en fait des besoins de financement au début, en fait, alors que c'était pas le cas il y a 40-50 ans, en fait, quand quelqu'un voulait créer une entreprise avec un outil industriel, parce qu'on parlait d'industrie avant de parler de service, et on parlait même dans du service matériel avant du service dématérialisé. Donc aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile que ça n'a jamais été. La France est un pays extraordinaire pour créer son entreprise. Oui, certes, il y a des taxes, des impôts et des charges sociales, mais il faut arrêter les conneries. En fait, c'est un pays extraordinaire avec des moyens de financement en fait qui sont là, en fait, qui permettent de financer l'initiative. Et que ça, c'était peut-être pas encore autant le cas il y a quasi 20 ans, en fait, quand j'ai créé iMedia. Donc, je crois qu'il faut juste réaliser qu'aujourd'hui, créer son entreprise ou créer son activité grâce au numérique est plus facile que ça n'a jamais été de créer une activité. Plus facile parce que les outils sont là, et PrestaShop est un des outils. Plus facile parce que les modes de financement en fait sont là comme ils n'ont jamais été. Plus facile parce que c'est dans l'air du temps et qu'on va pas vous regarder comme un alien si vous le faites. On va plutôt vous regarder comme quelqu'un en fait qui est justement dans la mouvance. Et aujourd'hui, moi j'ai des amis qui démissionnent de Google parce qu'ils s'emmerdent. Donc pensez aussi au travail en fait comme une source d'épanouissement matériel certes, mais intellectuel sur notre capacité à juste être une personne épanouie dans le cadre en fait de ce qu'elle fait. Et je pense que c'est extrêmement important. Et puis il y a une stimulation intellectuelle aussi. Je parlais de la transformation numérique tout à l'heure, qui est le grand sujet de l'Axel, l'association que j'évoquais. Ce que vous faites aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans 4 ans. Tout ce qu'on fait a une durée d'usage, une durée de validité qui est hyper courte. Tout ça est très volatile et ça crée une stimulation avec de la frustration et une statistique d'échec en fait très élevée, mais une stimulation en fait fantastique parce que vous êtes obligé de vous renouveler, vous allez être obligé en fait de changer ce que vous faites parce qu'on parlait d'ordinateur, on parle maintenant de mobile, on parlera peut-être de téléconnecté en fait dans quelques années avec des choses communes mais des choses aussi différentes. Donc aujourd'hui, je pense que tout ça, ce qu'on appelle l'écosystème, n'a jamais été aussi favorable, n'a jamais été aussi excitant et il faut en profiter. Ça fait du bien d'entendre ton discours parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dire qu'en France c'est facile. Quand on veut monter son entreprise, on a cette image du côté administratif qui est lourd, etc. Et toi, tu es là en train de dire non, là, allez-y. Là, en France, on a tout pour le faire. Je viens de créer une filiale aux États-Unis et effectivement, en fait, les statuts de la filiale que j'ai créée, c'est une feuille A4, mais même pas recto verso. C'est sans capital minimum. Et ça se fait au fait et ça coûte rien et c'est effectivement très facile. Mais bon, créer une SASU au fait ou créer une société en France, en fait, c'est pas très compliqué. Ça prend une semaine au lieu de prendre 24 heures, mais il n'y a pas de capital minimum.
Vous avez aujourd'hui le statut d'entrepreneur en fait qui existe depuis que Christine Lagarde en fait l'avait monté il y a 5-6 ans maintenant. Il y a des sociétés au fait de financement, il y a des financements publics, il y a des concours d'entrepreneurs, il y a des business angels, il y a la BPI qui a organisé son événement hier et ce matin encore pour montrer à quel point effectivement il y avait du financement public qui venait en relais dans le financement privé pour accompagner les entrepreneurs. Et encore une fois, ça coûte pas très cher aujourd'hui de créer une société. Alors que, quand j'ai commencé, le capital minimum d'une SARL, c'était 50 000 francs. Moi, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas 50 000 francs. J'ai créé une SNC, une société en nom collectif, et j'étais responsable sur mes biens personnels, qui est le statut social, en fait, et le forme juridique qu'utilisaient les commerçants indépendants, en fait, à l'époque, tout simplement parce que c'était la seule forme sociale où il n'y avait pas de capital minimum. Et j'ai créé ma boîte avec 1000 francs. Et avec un statut totalement bâtard, en fait, qui m'a fait payer des charges sociales, en fait, délirantes après, parce que j'avais juste pas le bon statut en termes de protection sociale. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est mieux. Profitez-en. Ok. Jacques, juste avant de créer Altaïd, tu as aussi créé d'autres sociétés qui ont plus ou moins marché. Et aujourd'hui, tu es à la tête du plus gros cabinet de recrutement. Donc, tu en retiens quoi de tes expériences Alors, avant de créer Altaïd, j'avais jamais créé de société. J'avais été cofondateur d'une start-up, mais que j'ai quasiment créé en même temps qu'Altaïd. Et puis depuis d'autres, je pensais, là on est quasiment en phase de French Web, j'ai monté une société avec Richard Menveux, on s'est planté, mais je pense que il a beaucoup appris de cette expérience, et si French Web a pris de l'ampleur, c'est qu'il a beaucoup retenu de cette leçon entrepreneuriale. On en discute de temps en temps. Moi, je me nourris aussi des échecs des autres. Parce que juste pour refaire une rapide histoire, Altaïd, on a 15 ans là, quasiment jour pour jour. J'ai démarré en juin 2000 avec un premier exercice qui a super bien marché, qui s'est fini fin août 2001. Et le deuxième exercice, il a démarré le 1er septembre 2001 et le 11 septembre 2001, il s'est arrêté. On a fait un tiers du chiffre d'affaires qu'on avait fait en deuxième année que la première. Mais entre-temps, je vais recruter des gens. Donc, on a réussi à passer à travers les gouttes, mais je suis repassé par la case tout seul avec un stagiaire, alors que j'avais 3 salariés en août 2001. Donc, il y a des périodes comme ça qui sont difficiles à gérer. Après, moi, je suis d'un tempérament hyper serein, optimiste. Mes copains m'ont toujours traité de barjot, d'être entrepreneur. Quand j'ai créé Altaïd, ma femme travaillait pas, j'avais 3 enfants jeunes, et j'ai démissionné. Je me suis pas fait virer avec un chèque, j'ai démissionné. Donc, je veux dire que j'ai démarré avec rien. Tous mes copains me disaient t'es fou, et moi ça me paraissait être une évidence. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la salle, il y a un moment où on se dit faut y aller, et puis il adviendra ce qui adviendra. Ça marche pas, ça fait rien, je ferai autre chose. Donc faut savoir rester serein, provoquer la chance et ouvert aux opportunités. Effectivement, comme disait Cyril, des opportunités, il y en a plein. Faut beaucoup échanger. Moi, ce que je conseille aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, dans le sens jeunes dans leur société, c'est de beaucoup aller échanger et partager avec les autres. N'ayez pas peur de vous faire piquer votre super idée, etc. Vous apprendrez beaucoup plus et votre projet avancera beaucoup plus en allant écouter les autres. D'accord. Et justement, Marie, Jérémy, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Alors, Marie, elle a changé de cap. Elle a préféré. J'ai pas changé de cap parce que c'est ma formation initiale, donc je l'ai juste récupérée en cours de route. Ce que je retiens, c'est que pendant ces 4 années qui ont été très intenses, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie à part entière. C'est vraiment un épisode fantastique. J'ai rencontré plein de personnes. J'ai découvert plein de métiers différents en fait que j'aurais jamais imaginé parce que je pensais même pas y toucher un jour. J'ai appris plein de choses aussi sur moi. Ça m'a aidé à grandir énormément.
Ça m'a aidé dans ma vie professionnelle d'aujourd'hui, ça m'a appris plein de choses et pour toutes ces raisons, j'ai très envie de recommencer. Donc pour moi, l'échec est pas du tout péjoratif. On a une connotation en France de l'échec assez violente et négative. Pour moi, c'est plus une évolution, c'est une suite logique de choses et l'échec est à mon sens au même niveau que le succès, c'est quelque chose de très proche. Et voilà, pour tout ça, j'ai énormément appris et j'espère recommencer très vite. C'est Catherine Barba ce matin qui disait pour être entrepreneur, il faut être Shiva, quoi. Il faut avoir plusieurs compétences, être polyvalent, être partout sur tous les terrains et avoir cette énergie nécessaire. N'est-ce pas, Jérémy? Moi, le matin, j'avais des grands-mères au téléphone, l'après-midi, un comptable, et le soir, je devais gérer de la presse, donc effectivement, le grand écart était assez fort. Mais non, moi, ce que j'ai appris, c'est là où j'ai échoué, en fait, c'est à trop dépenser, à vouloir tout faire, à essayer d'écouter tout ce qu'on nous raconte, tous les bons conseils, les mauvais conseils, etc. Et aussi toutes les collaborations. En fait, ce qu'il faut, au tout début, parce que sinon, moi je parle du début, même si ça a duré 4 ans, je peux pas dire que je suis une grosse boîte de 500 employés, mais au début, il faut se concentrer vraiment sur son produit, faire un MVP, etc. Et ce que je fais maintenant, que ce soit le Bitcoin ou l'autre application mobile de carte de visite, on parle plus trop à la presse, on attend de vérifier que les choses fonctionnent bien, que tous les serveurs soient bien backés, que tout fonctionne, soit carré, etc. Et avancer de petite étape à petite étape, et pas essayer de faire les grands d'essayer de sauter les marches. C'est un peu sage, mais en revanche, et là c'est assez compliqué aussi, c'est qu'il faut garder un niaque. C'est-à-dire que je finis pas le boulot à 19h, et, etc. Je finis quand même à minuit, etc. etc. Faut garder cette niaque là, mais il faut aller très vite sur des petits, voilà, il faut aller très vite sur des petites marches que d'essayer de tout bypasser. Sinon, on n'y arrive pas, on loupe tout, on fait pas attention. Faut vraiment se focus. C'est là où j'ai appris quelque chose. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que les banques, le prêt bancaire, c'est pas de l'investissement. Je le répète encore, mais à chaque fois que je fais des confs sur des faits confs, je réponds toujours la même chose. Le message est reçu dans la salle. Les banques, bon voilà, c'est un prêt, c'est pas. C'est pas de l'investissement. C'est pas un don. Non, c'est pas un don. C'est surtout pas un don, et c'est pas de l'investissement. Et la troisième chose que j'ai apprise, puisque j'en ai vu beaucoup, c'est s'associer. S'associer, c'est très compliqué. S'associer avec des amis, c'est encore plus compliqué. Trouver le bon partenaire. Souvent, j'entends dire des gens, je me mets tout seul, ou si je trouve un pote ou quelqu'un que je connais, j'aurai confiance en lui, donc je pourrai m'associer avec lui. Le problème de s'associer, c'est que quand ça va bien, c'est facile, c'est quand ça va mal, où c'est vraiment la catastrophe. Et s'associer avec des amis, en fait, il faut des connaissances lointaines, et pas des amis proches. Non, parce que les amis, c'est le meilleur moyen de perdre à la fois l'associé et l'ami aussi. On perd les tout, puis on perd sa boîte, on perd le business, on perd la motivation, on perd tout ça. Et voilà, tout simplement. Cyril, un conseil pour les jeunes entrepreneurs ou pour les gens qui sont dans la salle et qui doutent? Alors, ne doutez pas. Bon, déjà, vous faites réaliser la chance que nous avons. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Réaliser la chance que nous avons d'être là à réfléchir à l'économie numérique et à ce que nous allons y faire. Réaliser la chance que vous avez d'être en France. Quand vous avez du mal à recruter un développeur, pensez qu'il coûte le triple en fait de l'autre côté de l'Atlantique. Relativiser l'ensemble du flux de mauvaises nouvelles et de douches froides que vous pouvez entendre dans l'ensemble des médias et de l'écosystème économique. Donc, réalisez la chance que nous avons. Ne doutez pas, mais ne soyez jamais content de vous. Ça fait du bien. Jacques, la même chose. Conseil, la même chose. Un conseil que je donnerais au-delà de ce que disait Cyril, c'est trouvez-vous un mentor. Trouvez-vous quelqu'un d'expérimenté autour de vous qui va justement vous aider à prendre ce recul, à pas douter, vous conforter sur certaines choses. Moi, je le fais en ce moment avec 2 entrepreneurs et le fait de venir échanger avec moi, je me rends bien compte qu'ils savent ce qu'il faut faire, mais le simple fait de l'exprimer et de temps en temps je leur confirme, ça les renforce dans le fait de ne pas douter et de continuer à avancer. Parce que votre intuition d'entrepreneur, elle est importante aussi. Donc faites attention aussi à tout ce qu'on peut entendre, l'environnement, etc.
pas perdre de vue que l'environnement du e-commerce, il fonctionne pas comme le reste. 10% de croissance depuis plusieurs années. Il n'y a aucun autre secteur économique de cette taille. C'est 57 milliards, hein, le e-commerce. Il n'y a aucun autre secteur économique qui a la même dynamique de croissance. Donc tout ce qu'on peut entendre à côté n'est pas applicable au e-commerce. Donc faites attention à ça. C'est vrai, c'est vrai. On va peut-être passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Si? J'entends le terme levée de fonds depuis tout à l'heure et il est assez mystérieux pour moi et j'aimerais savoir qu'est-ce qui se cache derrière en fait, généralement. La levée de fonte, c'est ça? La levée de fonte. Alors c'est une barre métallique avec des gros poids de chaque côté, puis on dit il faut s'exercer. La levée de fonds, c'est la recherche d'investisseurs qui vont mettre plus d'argent dans votre société que vous pensiez qu'elle en valait. Puisque a priori, au fait, si vous allez créer une activité, vous allez y mettre un peu d'argent, mais pas forcément beaucoup, et puis beaucoup d'énergie, puis des idées, et puis une équipe. Et si vous avez besoin de plus de moyens financiers pour la développer, la faire croître, assez rapidement, les moyens que vous allez imaginer et dont vous allez avoir besoin vont être bien supérieurs à ce que vous avez investi vous-même, toute logique. Ou alors c'est que vous n'avez pas besoin d'autres actionnaires. Et donc, il va falloir convaincre d'autres actionnaires que la valeur de ce que vous avez fait, ce n'est pas simplement l'argent que vous y avez mis, mais c'est toute l'énergie, toute la création, l'inventivité, les équipes qui ont travaillé aussi dessus. Et éventuellement, les chiffres financiers, c'est une activité rentable, mais même avant qu'elle soit rentable, l'idée est de faire participer des investisseurs financiers à dire que ce que vous avez créé pour 100 vaut aujourd'hui 1000 parce que vous y avez mis 900 d'énergie, de talent et de créativité. Et donc, si vous avez besoin de 200, eh ben, écoutez, ils vont vous donner 200 rapportés à une valeur de 1000. Alors vous-même, vous n'aviez mis que 100 au départ. Donc la levée de fonds, c'est l'argent que vous allez récupérer dans la société en allant dire à d'autres investisseurs, donnez-moi les moyens de me faire grandir, en échange de quoi vous deviendrez associé dans mon activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, si j'ai bien retenu, une certaine humilité, beaucoup d'énergie, on doute, mais ça peut faire du bien de douter, de se remettre en cause. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que l'échec, c'est une forme d'apprentissage quelque part et ça nous permet de grandir? Vous êtes d'accord? Ouais? Ok. Bon, ben, en tout cas, moi, je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour cette table ronde, pour nos invités qui ont eu le courage de venir. Et merci infiniment à vous quatre, en tout cas. Et bonne continuation.